heureux d'être là, accompagné bien sûr de ce chaleureux public. Vous êtes venus nombreux et vous êtes chaleureux et nous, ça nous ravit le cœur. Merci de votre participation à cette émission et je voudrais saluer quelques éléments de la Caro Gang en ma compagnie. Méliane Cuny, la dangereuse. Salut Méliane. Caroline, bonjour. Hey. Oui, oui. Méliane, dis-nous tout. Elle est dangereuse quoi. Mais ils sont dangereuses. Elle est en danger. Aujourd'hui, c'est un mode estrabédé, donc c'est bon. Quoi pardon? Faut pas chercher C'est à en comprendre. allemand? Ne cherche pas à comprendre. En En mode... Florence aura la définition tout à l'heure. Elle a la définition. Estrabédé? C'est trop facile. C'est quand tu fais la baguette en fait. Non, Voilà. c'est pas possible. Ça va? Tu Mais comprends d'où est-ce que- mieux? Pardon, j'ai pas bien entendu. Donc c'est que tu es en zeguebeu. On les applaudit très fort. Ça, c'est un véritable langage de signes. Je comprends rien de rien à tout ce que vous dites. Marie-Florence. Mais aujourd'hui, franchement, merci de rappeler que je suis gras. Aujourd'hui, j'ai un vrai et un réel problème de mise en place et de lucidité. Oh là là. Et je pèse mes mots. Mais c'est pas grave. On est ensemble, n'est-ce pas? Ah, la va aller. Caro Gang. Ça va aller. Et là, je sens que ton problème de mise en place et de lucidité sera très accentué. Quand je regarde à côté de qui tu es assise, Je suis pas ton aidée. voisin direct, Pas du tout. Docteur Philo, mesdames et messieurs. Mon voisin. On va dire. Le voisin de Marie-Florence. Voilà. Mon voisin de Tous les jeudis. tous les jeudis. Voilà, Ouais, vraiment. c'est un plaisir. Comme bon. Le bon est je vais- pris. Et c'est monsieur tiré matin là quand je me suis levé. Voilà, ça va maintenant. Voilà, Ça, c'est ça va les très os, bien là. maintenant. Ça va. C'est le Ça bruit va. des Oui, os. souvent quand tu... Et Flani, Oui, Flani va super bien. Flani, il est là. Bon, hier, je ne sais pas si on devait m'envoyer un psychologue pour voir Flani. Matin encore, il n'est pas là, le cours coranique. et Flani. Voilà, Pourquoi Flani fait ça? Flani. C'est quoi comme race, ce chien? Non, c'est un loup à bobolet. Pardon? Un loup à bobolet. J'ai bien cherché. Hein. Ah, ça commence bien. hein. Merci. Alors, je vous donne tout de suite le thème du jour. Mon séjour en Guinée-Conakry en pleine épidémie Ebola. Bah, je vous laisse tout simplement en compagnie de Dr Philo. Le sujet il est très sérieux aujourd'hui. On retrouve tout de suite Philo. Ok. D'accord. Ah, vraiment. Est-ce que tu as Ebola. entendu les murmures du public? L'invité n'est même pas encore arrivé que ça murmure déjà. Non, mais c'est comme ça. Nous, on a toujours peur d'Ebola. De loin, nous, on sait que l'Ebola, bon, même si l'Afrique est le berceau de l'humanité, bon, dans la sous-région, la Guinée, c'est le berceau de l'Ebola. Faut pas faire ça. Non, mais dans la sous-région. Non, mais c'est là, c'est à partir de la Guinée qu'on a vu cette histoire d'Ebola, tout ça là. Ebola, qui ne connaît pas Ebola en Côte d'Ivoire? Il n'y a aucun cas, on n'a eu aucun cas jusqu'à présent, aucun cas en Côte d'Ivoire. T'as pas été Dieu touché, toi? merci. Jamais. D'accord. Tous du bois. Voilà. Qui a bois là? Qui a bois là? Je n'ai pas dit qu'il faut toucher os, j'ai dit touche bois. Et donc, aucun cas signalé jusqu'à présent en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il y a eu une victime dans un village baoulé. Vous savez que c'est... Oui, les baoulés, ils ont eu du mal à se Faut arrêter, Philo. Agouti, Tu vas il va manger sortir. agouti. Donc, il y a eu un village comme ça, je crois que c'était Niakouin Bakro. S'il te C'était. plaît. Oui, Et Niakouin- heureusement que c'est un village imaginaire. Non, pas Voilà. Niakouin Bakro, c'est Ça me rassure. voilà, Niakouin Bakro, c'était à la place publique, je crois, il y a cela 3 à 4 semaines, c'est là, il y a des animaux qui ont des agoutis, les chimpanzés, tout ça là, tout ça là, ce que les baoulés mangeaient, ils sont venus au village, à la place publique, et les acrobaties. Tu vois, agoutis comme ça, ils sautent comme ça. C'est quoi? C'est épervier. C'est les symptômes là qui manifestent Oui, comme ça? non, eux ils sont venus célébrer même Ebola, ils sont contents, ils sont en train de grossir. D'accord, ok. Et le chef du village, il est là, il est assis, il regarde, il a abouti sur chimpanzé sur, combien sur, Combien? la main. Oui, c'est combien, Philo, c'est pas le PMA. C'est Et donc, pas le PMA. donc, comme je le disais, C'est le PMA, c'est le PMA, pas le PMA, combien. bon, bref, C'est le même synonyme, mal. oui, Voilà. c'est le même, voilà. Et donc, le chef du village, il est resté là, il ne pouvait rien faire, parce que là, on dit qu'il y a Ebola dedans. Donc, il ne peut rien faire.
Donc il est resté là, il s'est donné lui-même la mort. C'est pas vrai, Et donc c'est la seule victime qu'on a eu malheureusement. C'est-à-dire, voilà, lui-même il s'est donné la mort parce qu'il ne supportait pas l'agouti en train de faire. Il y a des vociférations acrobatiques devant Attention, lui. Voilà. L'agouti, le narguet en quelque sorte. Voilà, non, mais il grossit, l'agouti grossit. Donc il voit le chef, le chef peut rien faire. Donc vous voyez, puis il vient faire acrobatie, vous voyez tout ça là. Et donc voilà la seule victime qu'on a eue, sinon aucun cas n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu trop de peur, il y a eu de la peur. Maintenant ça va un peu. psychose, on va dire. Voilà, Ouais. la psychose, voilà. Merci de m'avoir emprunté l'objet, je vais te le rendre tout à l'heure. C'est pas possible. Voilà. Et donc, merci. J'ai peur. Franchement, j'ai peur parce que quelqu'un qui était pendant la période d'Ebola, j'ai peur ici. Bon, si on veut voir l'étymologie linguistique même du mot Ebola, c'est que lui-même il a Ebola. Pourquoi Non, 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 Ebola. En bambara, ça veut dire, toi tu es dedans. Il est Ebola, ouais. Ebola. Donc j'ai peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, tu n'as pas du tout à avoir peur. Il est sain et sauf, toute sa famille aussi. Ah, Dieu merci. Donc comme il a vécu la chose de près, qu'il vienne nous dire qui est Ebola, que nous veut Ebola, quels sont les impacts socio-économiques d'Ebola et jusqu'où Ebola fait partie. Merci beaucoup, vraiment. Je sens que l'échange sera très houleux. Alors, dans l'intention donc de savoir ce que la population savait de la maladie, notre équipe de reportage a sillonné les rues. Voici les résultats, on se retrouve juste après. C'est une maladie très dangereuse, très mortelle. Donc voilà quoi. Seulement on prie Dieu qu'on trouve une solution à cela pour quand même sauver ceux qui meurent de ça. Très mauvaise maladie qui n'est pas bien, qui tue facilement. Donc on doit vraiment éviter ça. On doit se mettre toujours au propre pour ne pas attaquer la maladie Ebola. Ebola, c'est une maladie mortelle qui a tué plusieurs milliers de personnes dans plusieurs pays d'Afrique et qui agit aussi en Europe et en Amérique en ce moment. On en parle, mais concrètement, on n'a pas encore vécu ça. Et voilà, seulement, je crois qu'il faut prendre des dispositions, des précautions, voilà, pour éviter qu'on soit contaminé. Ebola est une maladie qui fait de plus en plus de ravages dans le pays et je pense qu'il est important de continuer la lutte parce que cette maladie-là, elle est très dangereuse et qu'il faut l'éviter. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et nous allons maintenant recevoir avec des ovations bien nourries notre invité témoin. Il s'appelle Jean-Noël Bas, producteur, réalisateur et chef d'entreprise. Monsieur Jean-Noël Bas, que je vous demande d'applaudir très fort. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philo. T'as pas peur de moi, j'imagine? Non, j'ai pas, je suis rassuré maintenant. D'accord, ok. Alors, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Vous êtes un homme de télévision, donc habitué au projecteur. Mais là, on vous reçoit en tant qu'invité. Dans un premier temps, je souhaiterais savoir, vous étiez en Guinée-Conakry, certainement pour affaires ou dans le cadre de vos activités. Que faites-vous concrètement? J'ai dit producteur, réalisateur. En dehors de cela, vous avez plein d'autres choses que vous faites. Ben, je suis producteur-réalisateur, je suis chef d'entreprise et j'étais donc en Guinée dans le cadre de l'expansion de l'entreprise parce que depuis début 2014, l'entreprise a eu pour ambition donc de s'étendre sur les pays de la sous-région. Et donc la Guinée a été l'un des pays qu'on a eu à choisir parce que effectivement depuis 2011, on avait une équipe là-bas sur le terrain donc, qui a préparé notre arrivée. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'y est retrouvé. On a produit beaucoup, on a fait beaucoup de productions ici. Donc EPP Iroko, Le Grain, un certain nombre de productions. L'équipe aussi. L'équipe aussi, la saison 1, la saison 2, la saison 3, qu'on a eu à faire avec un partenaire américain, une ONG américaine. Donc voilà un peu ce qu'on a eu à faire. On a travaillé aussi sur beaucoup d'autres projets qui continue d'être, je crois, diffusé sur nos chaînes. Voilà, j'ai vu Le Grain il n'y a pas longtemps. Tout à fait. D'accord. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites dans le domaine de l'audiovisuel. Alors, parlons maintenant de ce sujet sérieux, ce sujet qui fait peur à bon nombre, sinon à la majorité des êtres humains, voilà, au commun des mortels. On va parler donc de l'Ebola, qui vous a trouvé, bien sûr, en Guinée. Tout à fait. Comment vous avez vécu cela?
Je vais déjà commencer par saluer toute l'équipe là-bas en Guinée qui certainement nous assiste et Vous avez qui encore nous des écoute. équipes là-bas? Oui, Ah, on a implanté une agence là-bas, on a un bureau, on a du personnel, on a du bon monde là-bas qui y travaille. Alors, donc, voilà, il y a eu 3 phases au niveau de l'épidémie d'Ebola. Il y a eu la première phase donc, de méconnaissance de tout ce qui était Ebola. C'était une méconnaissance généralisée et ça allait toucher même jusqu'aux médecins, jusqu'à ceux qui étaient censés prendre en charge les malades. Et ce qui a fait que donc, dans cette première phase-là, les statistiques ont pu le démontrer, les personnes qui ont payé le lourd tribut étaient également le corps médical. Parce que ne sachant pas de quoi était faite la maladie, et elle s'apparente beaucoup à tout ce qui est typhoïde, tout ce qui est paludisme. Et donc les médecins ont cru traiter donc, la typhoïde, la fièvre typhoïde ou le paludisme, alors qu'ils avaient en face d'eux des cas d'Ebola. Donc la méconnaissance de la maladie a créé donc une peur panique au sein de la population. Les gens ne savaient pas donc, à quel sein se vouer. Et naturellement, il y avait un manque criard de communication aussi parce qu'il fallait mettre en place une stratégie, il fallait mettre en place des outils. Et donc cette période de latence-là a fait place à tout ce qui pouvait exister comme rumeurs et autres. Et ce sont des choses qui n'ont pas donc facilité une vue saine au sein de la population. Je veux dire, déjà pour les premiers cas qui ont été détectés, qu'est-ce qui a été fait voilà, donc, pour arrêter ou encore, je veux dire, ça devait quand même provoquer une certaine peur puisque c'était des symptômes qu'on ne connaissait pas. C'est une maladie qui était nouvelle. Tout à fait. Donc ça n'a pas fait peur au corps médical. Ils se sont permis de toucher, d'être en contact avec les malades. Ça n'a pas fonctionné comme ça. C'est bien plus tard que les médecins ils s'en sont rendus compte. C'est beaucoup plus tard qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient en face d'eux des cas d'Ebola. Donc ça n'a pas commencé comme ça. La Côte d'Ivoire a eu la chance de savoir qu'il y a une maladie qui arrive. On a pris le temps donc, de préparer le corps médical et ainsi de suite, de préparer des outils de communication donc, pour préparer donc, la population à faire la riposte. Mais là-bas, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Et le temps qu'on s'en rende compte, il y a eu une propagation de la maladie sur plusieurs foyers. Et ça n'a pas également facilité. Donc il fallait rapidement mettre en place tout ce qui est stratégie et tout. Et l'agence là-bas a eu je dirais, cette grâce de pouvoir donc, travailler auprès du système des Nations Unies pour mettre en place donc, une stratégie de communication qui puisse accompagner. Quoi, cette stratégie? Comment est-ce qu'elle se définissait? Elle se définissait à un certain nombre de points. Vous savez que la Guinée est un pays qui a un fort taux de musulmans et donc il y a un certain nombre de rituels qui accompagnent, qui précèdent l'enterrement. Et donc les gens, ils voulaient absolument donc continuer de perpétuer, de respecter tous ces machins-là. Et donc il y avait une contagion qui se faisait à ce niveau. Vous savez que la personne qui est défunte, la personne qui décède d'Ebola est beaucoup plus le cadavre, je disais, le cadavre est beaucoup plus contagieux que la personne en vie. Vous voyez? Et donc ça n'a pas facilité également les choses. Il fallait également communiquer. Bizarre, hein? On a dû donc dans la stratégie impliquer le grand imam qui est un peu le garant de la religion musulmane là-bas pour qu'il porte la sensibilisation en disant que ce n'est pas parce qu'on va laver le corps, ce n'est pas parce qu'on fera ci ou ça que la personne ira forcément au paradis et que c'est la vie qu'on mène avant de décéder qui garantit notre accès. Tout à fait. Et donc, il y avait ce message également il fallait porter. Il y a également le message du déni de la maladie. Pour certains, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et bien que les gens sont en train de mourir, donc il y avait également à confirmer que la maladie existe. Et il y a également la non-déclaration des malades. Les gens, dans la première phase, vu qu'on n'avait pas seulement d'informations, les premières personnes qui se retrouvaient dans les hôpitaux ne revenaient plus. Donc on se disait que dès qu'on a Ebola, on meurt. Et donc les gens commençaient à se dire, il faut qu'on trouve d'autres voies en dehors de l'hôpital pour pouvoir soigner nos malades. Et donc on conservait les malades à la maison. Et il fallait également communiquer pour dire qu'en conservant les malades à la maison, il y a un risque. Il y a un risque donc, pour la famille, il y a un risque pour la communauté. Donc c'est autant de travail qu'on a eu à faire aux côtés du gouvernement, mais aux côtés également des partenaires au développement. Ce serait quand même l'idéal de revenir sur les différents modes de contamination. Alors, donc le mode de contamination le plus sûr, je dirais comme ça, c'est par le toucher en fait. Je vous explique. Vous savez, quand une personne est malade d'Ebola
est malade d'Ebola, elle sécrète. Donc tout ce qui est sueur, tout ce qui est vomissement et tout compose de grosses particules de microbes. Et donc, dès qu'on entre en contact avec ces particules-là et qu'on les a sous la main, c'est pour cela qu'on demande de ne pas se saluer. Vous comprenez? En Guinée, aujourd'hui, vous irez un peu partout, il y a des dispositifs de lavage partout, même dans les rues. On a mis en place des dispositifs de lavage pour qu'on puisse se laver les mains quand on le veut. Il y a des dispositifs de lavage qui finissent même par irriter les mains. C'est tellement fait. Bon, ça, c'est autre chose. Je pense qu'après Ebola, mais c'est encore mieux. Hein? C'est encore mieux, mais c'est sûr que le péril qui guette la Guinée après Ebola, ça va être certainement un problème de dermatologie, parce que les dosages d'eau et de chlore ne sont pas souvent parfaitement bien faits, sont pas bien faits. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Alors, donc, quand on a touché cette particule-là, ce microbe qu'on a sous les mains, naturellement, et quand on ne se lave pas les mains, parce que l'habitude qu'on a, la mauvaise habitude qu'on a ici en Afrique, c'est juste de se rincer les mains. C'est en rincer les mains, on a l'impression de s'être lavé les mains. Donc la stratégie, la communication est également intégrée. Le fait qu'il faut bien se laver. Il y a de plus en plus des communications là-dessus bien se laver les mains. Le lavage des mains. Tout à fait. Et donc quand ce n'est pas fait, à partir du moment où on a la particule, qu'on la porte à la bouche, qu'on la porte au nez, ou en frottant les yeux, ou en se grattant les oreilles, on se fait contaminer par tous les orifices naturels qu'on a sous le corps. Et vous, votre famille était avec vous sur place là-bas? J'ai madame qui était venue me voir à un certain moment, mais qui est revenue parce qu'on avait les enfants ici, donc elle a dû rentrer pour rester à côté des enfants. Voilà. Oui, Philo. Je vais savoir concrètement. C'est vrai que quand on voit le thème, on dit mon séjour. Généralement, nous ici, quand on dit séjour, on pense que tu étais à l'hôtel. Et quand vous êtes à l'hôtel, on dit combien de séjours, combien de séjours, combien de séjours. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que vous avez vu les malades de près et tout ça. Moi, je veux savoir concrètement comment reconnaître un malade qui fait la maladie, voilà, l'Ebola. Comment le reconnaître droit dans les yeux comme ça? Je vous dirais, est-ce qu'aujourd'hui, on peut reconnaître un malade qui est infecté du VIH-Sida? Non. On peut pas. Non. Voilà. Alors, donc, sauf s'il fait la maladie. Non, attention, s'il fait la maladie, est-ce que de façon physique, même s'il fait la maladie, on peut dire que cette personne souffre du VIH-Sida? Je pense que non. Je pense que non. Alors, donc, Ebola est une maladie qui s'apparente. En fait, on peut suspecter quand même. Si les mains comme ça, voilà, et puis non, pas forcément mince. Il y a plein d'autres maladies qui rentrent en ligne de compte. Il y a des maladies qui sont encore plus graves que le sida, qui tuent plus vite même que le sida. Tout comme le VIH, la seule façon de dépister, donc, c'est également de se faire tester, en fait, de se faire dépister. Donc, il y a prélèvement de sang, voilà. Et je pense que c'est la seule voie officielle pour dire que si est malade ou s'il ne l'est pas. À ce moment-là, donc on parle là de manifestation de la maladie alors donc la manifestation de la maladie se fait par, comme les communications, je pense, l'ont suffisamment dit, ça se fait donc par des saignements. Donc on a une température au niveau du corps qui s'élève, qui monte à ne pas descendre. Voilà, et donc ça évolue. On a également à un certain moment, donc on a les vaisseaux sanguins qui pètent, et donc il y a des saignements du nez, saignements de la bouche, et souvent on a des cas où on a même du sang. Oh Seigneur! Qu'est-ce que tu as, Philo? Je suis pas ça. Et ça se fait en 21 jours, mais assez rapidement, quoi. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle la phase de latence. Donc, elle peut durer de 1 à 21 jours. Voilà. Donc, si au-delà de cette période, il n'y a pas de manifestation de la maladie, il va sans dire donc, que la personne n'est pas infectée, la personne n'a pas Ebola. Et donc, au-delà des 21 jours, on commence à sentir donc, les signes cliniques de la maladie. Et moi, je suis censée te demander comment votre famille a réagi à votre arrivée à l'aéroport. Comment ça s'est passé? Ils n'ont pas eu peur, ils n'ont pas eu... Non, du tout. Je pense que d'une certaine façon... Heureusement que madame était déjà sur place là-bas. Mais et les amis, justement? Tous ceux qui savaient que vous étiez en Guinée, que vous reveniez de la Guinée, tout ça. J'ai pas eu de grands soucis avec les amis, d'autant plus qu'on était régulièrement en contact via les liens sociaux. Donc c'était comme si j'étais là sans y être. J'étais ici, j'étais en Côte d'Ivoire sans être en Côte d'Ivoire. Donc d'une certaine façon, je pense qu'on a maintenu le contact, on a continué de se parler, on a continué de rassurer d'une certaine façon. Et donc je pense que mon arrivée ici n'a été que la continuité de ce qui se faisait déjà via les liens sociaux avec mes relations. 21 jours avant de venir
J'imagine. Hein. Et que pensez-vous de la sensibilisation ici en Côte d'Ivoire? Je pense qu'elle est bien menée. Le fait d'anticiper, c'est déjà quelque chose de suffisamment intéressant. Ça permet donc à la population de savoir, de connaître la maladie et de prendre des dispositions idoines, de sorte à ce qu'on ne le souhaite pas, mais s'il y avait un cas, qu'on sache comment s'y prendre, que les médecins sachent que c'est un cas d'Ebola. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, ceux qui pâtissent le plus à cette maladie, c'est vraiment le corps médical, quand ils ne sont pas informés, quand ils ne sont pas sensibilisés sur la question. Merci infiniment, Monsieur Jean-Noël Ba. Merci donc d'être passé sur notre plateau. C'est ici la fin de notre échange, mesdames et messieurs. On va remercier notre invité. Merci beaucoup.